Bienvenue Mohamed Ben Moussa. Bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui et merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes membre du secrétariat national du Front pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine. C'est bien ça, Samir? Oui, je plaide coupable. Vous plaidez coupable et que vous êtes vice-président du mouvement d'Amir. Encore une fois coupable. On va revenir un petit peu sur une des recommandations du Conseil de la concurrence sur les hydrocarbures et essentiellement en ce qui vous concerne, je pense, c'est le maintien de l'activité de la raffinerie. Déjà, comment vous avez accueilli cette information qui a été délivrée par Driss Ghraoui, le président du Conseil de la concurrence? Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a procuré à vous, à vos équipes et aux salariés de la joie? Surpris, non, parce que d'abord je connais Driss Ghraoui, qui est un ami, c'est un homme, un haut fonctionnaire de l'État qui est intègre intellectuellement, et il est arrivé à une conclusion tout à fait rationnelle, non seulement par rapport à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi par rapport à ce qui pourrait être l'intérêt national et la protection de l'indépendance énergétique de notre pays. Vous n'avez pas été surpris? Non, je n'ai pas été surpris. Enfin, une voix de bon sens qui s'exprime au plus haut niveau de l'État, puisqu'il s'agit du président du Conseil de la concurrence qui est nommé par Sa Majesté le Roi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on en est où? Parce que cette annonce a été faite il y a 13 jours, enfin annonce, recommandation qui a figuré dans le rapport qui a été rendu public. Ça veut dire quoi concrètement pour vous? Pour vous et toute l'organisation du Front pour la sauvegarde de la raffinerie? C'est une voie crédible supplémentaire qui vient militer en faveur de la solution que le Front de sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole défend inlassablement, irréversiblement depuis plusieurs mois. Comme vous le savez, le Conseil de la concurrence n'est pas une autorité décisionnelle, elle a un avis consultatif et j'espère que le gouvernement saura écouter attentivement cet avis qui est un avis, comment dirais-je, pertinent et utile à l'économie de notre pays. Mais par contre, ce que ne dit pas Driss Ghraoui, c'est comment? Tout à fait. Voilà, donc là je me dis, moi aujourd'hui, tout l'intérêt derrière de votre venue, c'est de savoir, est-ce que vous, au niveau de votre organisation, il y a des pistes aussi, il y a des échanges éventuels, des contacts avec Driss Ghraoui, avec le Conseil de la concurrence, avec l'État, pour essayer de trouver une espèce de modus operandi, une espèce de modèle aussi, pour pouvoir relancer l'activité qui est à l'arrêt, je le rappelle, depuis août 2015, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça fait quasiment 4 ans. Tout à fait. Ce qui est assez détestable comme situation, à la fois pour les salariés de l'entreprise, pour le patrimoine industriel de l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème économique de la ville de Mohammedia. Non, nous n'avons pas eu de contact direct avec Driss Ghraoui. Vous savez que c'est une autorité indépendante qui écoute et auditionne qui lance généralement des consultations. Voilà, les personnes et les institutions et les organisations qu'elle souhaite. Le Conseil de la concurrence n'a pas jugé utile de convier les représentants du Front pour la sauvegarde de la Samir, soit. Mais il n'empêche que lorsque nous voyons des bonnes décisions, nous les saluons et nous saluons l'avis du Conseil de la concurrence sur la partie relative à la raffinerie nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelles sont les options possibles? Est-ce qu'on se dirige vers une renationalisation? Je rappelle que la Samir a été privatisée en 1997. Tout à fait. Donc est-ce qu'on part vers cette piste-là? Est-ce qu'on part sur la piste d'un tour de table constitué d'opérateurs du secteur privé? Est-ce qu'on part sur, à mon avis, peut-être la troisième voie, sur un partenariat public-privé? Quelles sont les options possibles selon vous? Alors, vous savez que le Front pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine a élaboré un rapport en septembre 2018 qu'il a remis à toutes les autorités politiques, administratives du pays. Ce rapport a été remis au cabinet royal, à la présidence du gouvernement, aux principaux ministres concernés par le dossier, au président des 2 chambres parlementaires, au président de la Cour des comptes, au gouverneur de la Banque centrale et à d'autres hauts responsables, avec l'objectif, d'une part, d'informer
sur les raisons de la faillite de la Samir. Il y a toute une série de responsabilités, de dysfonctionnements et de malversations. Et d'autre part, pour proposer des sorties de crise. Et nous avons inventorié 5 solutions possibles qui permettraient de sauver cette entreprise et de la remettre en marche. Et il y a éventuellement la solution de la nationalisation qui n'est pas la meilleure des 5 solutions que nous préconisons, mais celle qui nous semble être la plus pertinente serait la création d'une société à capital mixte où il y aurait à la fois l'État, les représentants des salariés, les représentants des créanciers, les institutionnels et les distributeurs pétroliers. Pourquoi la nationalisation, ou plutôt la renationalisation de la Samir, vous l'écartez totalement ou considérez que c'est pas une bonne option? Non, on l'écarte pas. On l'envisage parmi 5 options, mais c'est pas celle que nous privilégions. Est-ce que vous pensez que c'est celle qui peut être privilégiée éventuellement par l'État ou pas? Il faut poser la question au docteur Saadil Hetmani, qui est le chef de gouvernement. C'est lui qui peut se prononcer par rapport à ce dossier. Et je regrette. Les affaires économiques, mais les affaires générales et les gouvernances ne s'est pas exprimé non plus sur le sujet. Et je regrette que malheureusement, ni le chef de gouvernement, ni les ministres concernés, il n'y a pas que Selassane Daoudi, ministre des Affaires générales et de la gouvernance, mais il y a aussi le ministre de l'Industrie, du Commerce, qui doit se prononcer sur cette affaire. Il y a le ministre de l'Énergie et des Mines, il y a le ministre de l'Économie et des Finances. Donc il y a une série de responsables, de hauts responsables du gouvernement qui doivent se prononcer sur ce dossier. Mais il y a un silence assourdissant. Il n'y a que la Saint-Denis effectivement qui s'est exprimée. Si on part sur éventuellement une renationalisation, est-ce qu'on a une idée en fait de l'argent nécessaire qu'il faudrait mobiliser? C'est-à-dire clairement, fait de manière très synthétique, comme vous le savez, Samir, ça coûte combien? Voilà, comme vous le savez, l'affaire est entre les mains de la justice. Oui, il y a une instruction toutes les voies de recours ont été épuisées. Aujourd'hui, elle est en liquidation judiciaire. L'encours global de la dette de la Samir est estimé autour de 44 milliards de dirhams et les actifs de cette entreprise sont estimés, je parle bien d'estimation, autour d'une vingtaine de milliards de dirhams. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre sur la table concrètement 60 milliards de Pas forcément. Non, pas du tout, pas forcément. Non, je me dis entre les créances, si les créances sont de 44 et si la valeur de l'entreprise est de 20 milliards, donc le manque à gagner ou le trou, il est de 24 milliards. Ça s'additionne pas, ça se soustrait. Sauf que aujourd'hui, le tribunal de commerce de Casablanca a sur la table 3 ou 4 offres sérieuses. Je ne fais pas partie des personnes qui ont accès au dossier, mais les informations que j'ai pu recueillir laissent à penser qu'on aurait des offres comprises entre 2,5 et 3 milliards de dollars. Sauf que ces offres on est autour de 30 milliards de dirhams, donc ça match. Absolument. Sauf que ces offres sont conditionnées. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un repreneur international qui serait prêt à mettre autant d'argent sur la table s'il n'a pas au préalable une discussion franche et sérieuse avec les représentants du gouvernement pour être rassuré sur les intentions politique de l'État marocain en matière de politique énergétique, en matière de protection d'une industrie de raffinage nationale, en termes d'organisation et de restructuration de la relation du raffineur avec les distributeurs. Donc il y a des préalables dont la solution n'interviendra pas au niveau du tribunal de commerce, mais elle interviendra plutôt au niveau du décideur politique. C'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va jouer, et malheureusement, le paysage actuel. Il n'y a pas d'interlocuteur au niveau du gouvernement prêt à discuter avec des repreneurs pour pouvoir sauver cette entreprise. Même malgré le fait que le Conseil de la concurrence ait émis cette recommandation. Et quand on lit entre les lignes un petit peu le discours de Desgraoui, c'est aussi de dire il faudrait peut-être commencer par ça aussi, parce qu'on a besoin nécessairement de retrouver et d'avoir un raffineur national. Bien sûr, c'est un élément de protection du pouvoir d'achat des consommateurs, de défense de la compétitivité des TPME marocaines, et c'est surtout un instrument permettant de protéger l'indépendance énergétique de notre pays. Encore une fois, la voix du Conseil de la concurrence qui vient abonder dans le sens de la solution que préconise le Front de sauvegarde de la Samir est une bonne nouvelle, et j'espère que si le gouvernement ne nous a pas entendus, j'espère qu'il entendra le Conseil de la concurrence. Justement, le Conseil de la concurrence, donc une fois de plus, suggère dans ses recommandations d'ouvrir le secteur du raffinage aux privés, aux opérateurs privés. Ça veut dire quoi concrètement, ça, selon vous? Écoutez, ça c'est une des dimensions de l'avis du Conseil de la concurrence qui est quelque peu floue, parce que ouvrir le secteur du raffinage au secteur privé
reviendrait à créer un concurrent à la Samir, ou est-ce qu'on a déjà enterré définitivement la Samir? Non, nous, on pense qu'il faut redonner vie à la Samir. Oui, et il n'y a pas place, compte tenu de la taille du marché marocain, il n'y a pas place à 2 opérateurs de raffinage. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'ouvrir le secteur du raffinage aux opérateurs privés, comme le préconise donc le Conseil de la concurrence, c'est peut-être lancer un appel aussi aux opérateurs acteurs du secteur des hydrocarbures chez nous pour qu'ils viennent mettre un petit peu de sous et injecter et rejoindre un petit peu le tour de table pour effectivement arriver à mobiliser ces 24 ou 25 milliards de dirhams. Oui, c'est la solution que nous préconisons. Nous voulons un tour de table avec un capital mixte où il y aura l'État, les représentants des salariés, les représentants des créanciers, essentiellement les banques et les fournisseurs internationaux, quelques investisseurs institutionnels et les distributeurs pétroliers. Nous sommes tous embarqués dans le même navire qui est en train de chavirer. Il faut qu'on le redresse tous ensemble. Et lui redonner un cap. Donc ça veut dire que est-ce qu'il y a négociation aujourd'hui, selon vous, sur le fait d'associer à la fois la reprise d'activité de la Samir et donc la mobilisation du capital nécessaire, et en même temps la Sendaoudi qui demande avec insistance le plafonnement des marges auprès des acteurs. Donc est-ce que là il y a tout le véritable enjeu, contrairement à tout ce qu'on a pu lire et entendre jusqu'à présent, depuis 13 jours, en fait, le véritable enjeu, le bras de fer, il est là. Absolument. D'ailleurs, je signale au passage que les premiers à avoir créé le lien entre la faillite de la Samir et les perturbations et les dysfonctionnements du marché des hydrocarbures, c'est justement le Front de sauvegarde de la Samir, parce que le lien est direct. Et je vais vous avouer que c'est pour ça qu'on vous a invité. Merci. Voilà, parce qu'on veut savoir un petit peu, vous avez effectivement émis ça, entre autres, au mois de septembre dernier, et dans votre rapport, de se dire aujourd'hui, est-ce que le véritable enjeu, parce qu'on a besoin de dégager les enjeux pour bien comprendre la situation, se dire voilà, entre l'activité de la Samir, la réactivité, en tout cas la relance de l'activité de la Samir, et le plafonnement des marges des hydrocarbures que la Sendaoudi appelle de ses voeux, apparemment il est extrêmement déterminé, mais en fait le véritable deal est là. Oui, c'est pour ça qu'il faut un deal global. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait autour de ce dossier des hommes et des femmes d'État qui sont tout à fait pétris de qualité professionnelle et morale et qui ont pour seule préoccupation de défendre l'intérêt national. Aujourd'hui, ce dossier est devenu explosif. C'est un dossier qui a plusieurs ramifications. C'est un dossier qui a des conséquences lourdes à plusieurs niveaux. Et c'est un dossier qui mérite et qui nécessite un sens aigu de l'État pour que tout le monde puisse sortir par le haut. Et moi, je propose, en tant que représentant parmi d'autres du Front de sauvegarde de la Samir, qu'il y ait un traitement global du dossier, à la fois de la sauvegarde et de la reprise de l'activité de la raffinerie, de la seule raffinerie de pétrole marocaine, et de restructuration, de réorganisation de l'ensemble de la filière des hydrocarbures. Dans le rapport de force État donc exécutif, la Sendaoudi qui est en première ligne, d'ailleurs c'est lui qu'on entend, hein, c'est le seul ministre du gouvernement qui s'exprime là-dessus, et le groupement des pétroliers. C'est regrettable d'ailleurs. Le groupement des pétroliers du Maroc, qui est en position de force. Est-ce que la Sendaoudi, l'exécutif, à la fois il a besoin peut-être des opérateurs du secteur privé pour injecter, pour en tout cas investir dans un éventuel tour de table pour la relance de l'activité de la Samir, et en même temps il veut leur imposer un plafonnement des marges. Donc, force est de constater que le rapport de force aujourd'hui est en faveur des distributeurs pétroliers, parce qu'ils profitent d'une situation de fait, parce qu'il y a eu une libéralisation mal pensée. C'est ce qui ressort du rapport du Conseil de la concurrence. Tout à fait, une libéralisation mal pensée, mal régulée. Qualifiée de position politique d'ailleurs par la Sendaoudi, mais bon, ça c'est quand ça a été exprimé, il a dit le Conseil de la concurrence fait de la politique, alors que c'est pas son attribut. Mais bon, bref. Je suis pas de cet avis. Moi, je pense que le Conseil de la concurrence fait de la politique économique, pas de la politique politicienne, mais il a vocation à faire de la politique économique. Or, lorsque vous regardez les conclusions du rapport du Conseil de la concurrence, la synthèse, parce que le rapport dans son intégralité n'est pas public, n'a pas été diffusé, les recommandations sont pertinentes, sauf qu'elles s'inscrivent dans des solutions à moyen et long terme. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise et il faut des solutions de court terme. Et le ministre est obligé de trouver des solutions de court terme qui tardent à venir, d'ailleurs. Oui, mais apparemment, une des mesures... Mais j'ai pas encore eu le temps de répondre à votre question sur les rapports de force. Oui, le rapport de force, et puis se dire, est-ce que la mesure à court terme, justement, parce qu'elle a été qualifiée ainsi, c'est, est-ce que ça passe nécessairement par le plafonnement des marges? Tout à fait. Absolument. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, depuis décembre 2015, qui pâtit de la situation, ce sont essentiellement les consommateurs, les ménages marocains et les TPME, dont on a renié la compétitivité. Pourquoi ? Parce que, effectivement, le rapport parlementaire Boineau est venu le dire, le rapport du Front de sauvegarde de la Samir l'a dit également, et aujourd'hui le Conseil de la concurrence vient le confirmer. Les marges ont littéralement explosé. Elles étaient autour de 0,7 dirhams au litre d'essence ou de gazole avant la libéralisation. Elles ont atteint un pic de 2,2 dirhams au litre. C'est pour ça les estimations parlent d'une croissance ou d'une augmentation de 12-13 illégitime, non morale, des profits nets des distributeurs de l'ordre de 15 à 17 milliards de dirhams sur 24 mois. Plafonnement des marges, c'est possible. Comment techniquement, parce que ça a l'air un petit peu extrêmement technique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce qu'il peut y avoir un deal qui pourrait être trouvé entre l'exécutif et le groupement des pétroliers du Maroc avec un plafonnement autour de 0,80 centimes pour chaque litre. Nous pensons... Est-ce que c'est ça en fait qui doit être trouvé, ou peut-être une fourchette, à partir de 0,6, 0,7 jusqu'à 1,20 ? Alors, c'est un sujet complexe, et il est d'autant plus complexe que l'information est gardée confidentielle. Et ça, c'est une chose que nous déplorons. Delges Galaoui l'a déploré aussi, parce qu'il a dit qu'il aurait souhaité avoir les informations sur tout ce qui est marge des opérateurs sur la période de 2015-2018. Il aurait dû déjà commencer par sa propre institution et publier son rapport dans sa version exhaustive, et non pas d'une simple synthèse de 4 pages. Je rappelle que le Conseil de la concurrence a dit que ça fera l'objet d'une prochaine session. Non, il a dit que ce qui ferait l'objet d'une prochaine session, c'est Rachid, c'est un deuxième dossier qui est l'instruction d'une plainte qui a été déposée par la section transport d'une organisation syndicale, la CDT en l'occurrence, qui dénonce des pratiques illicites d'entente sur les prix. Et il a dit que lors de la prochaine session, il y aura le rapport du Conseil de la concurrence sur cette plainte et les conclusions de leurs investigations. Je déplore au passage qu'il y ait eu ce déphasage dans le temps. Le Conseil de la concurrence aurait dû publier les deux rapports en même temps parce que les affaires sont liées, d'autant plus que la requête du gouvernement remontait à décembre 2018, alors que la plainte de l'organisation syndicale remontait plutôt à novembre 2016. Et donc, il aurait dû, pour clarifier le dossier et pour la clarté du dossier, se prononcer sur les deux dossiers en même temps. C'est ainsi. Mais en tout cas, sur le jeu des marges, on sait que c'est intimement lié, je pense, au baril de Brent, à son coût, à son prix, où il y a des fluctuations extrêmement importantes. Donc comment on peut arriver j'ai l'impression que c'est un exercice extrêmement difficile, extrêmement complexe, que de pouvoir corréler un plafonnement de marge à une matière, qui est en l'occurrence le pétrole, qui fluctue énormément. Alors aujourd'hui, nous sommes exposés à deux aléas. Lorsque nous avions la raffinerie de la Samir en marche, nous étions confrontés aux fluctuations du Brent et du pétrole WTI sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés non seulement à cet aléa, mais aussi aux rapports commerciaux et aux problématiques de marge des raffineurs à travers le monde et aux fluctuations de l'offre et de la demande. Donc nous avons deux effets négatifs que nous supportons, alors qu'auparavant, nous n'avions simplement qu'un seul effet. Et la raffinerie La Samir jouait le rôle de coussin d'amortissement permettant justement d'atténuer les conséquences de ces fluctuations sur le prix aux stations-service. Parce qu'il avait cette capacité de stockage qui était... Parce que d'abord, la matière première, c'était le pétrole brut et non pas le produit raffiné. Donc on était protégé des problématiques de concurrence, de prix, de marge des raffineurs. Deuxièmement, il y avait une capacité de stockage, donc il pouvait anticiper des fluctuations de marché. Donc il jouait un rôle, la Samir jouait un rôle de stabilisation pour l'ensemble du marché. Ce rôle n'existe plus aujourd'hui. Alors, les distributeurs, ils ont investi dans des capacités de stockage, certes. Ils en ont 10 milliards de dirhams d'investissement. Voilà, mais ils stockent des produits raffinés. Parce qu'ils importent du pétrole raffiné. Et donc, ils sont exposés aussi au rapport de force avec les raffineurs. Deuxièmement... Ce qui est très mauvais pour nous, pour le consommateur, puisque... Absolument. Voilà, parce que quoi qu'il en soit... D'autant plus que le rapport parlementaire Boineau a dit... et cela semble être confirmé aussi par le ministère des Affaires générales de la gouvernance, il semblerait que les distributeurs aient répercuté quasi instantanément les hausses
des cours mondiaux sur les marchés internationaux. Sur le prix à la pompe. Sur les prix à la pompe, alors que lorsque les prix allaient vers une tendance baissière, la répercussion tardait à s'exprimer sur les prix aux stations. Marge de manœuvre sur la tranche de plafonnement. Est-ce qu'il va y avoir un plafonnement par tranche? Alors, écoutez, je ne sais pas ce que va faire, je ne sais pas ce que va faire le ministre Daoudi, je ne sais pas ce que va décider le gouvernement du docteur Saad El-Athmani, mais ce qui relèverait du bon sens serait, d'une part, de plafonner. Le principe du plafonnement est nécessaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement de Ila Ben Kiran a joué le jeu de la libéralisation, pensant que cette libéralisation allait créer une saine émulation entre les opérateurs et apporter une valeur ajoutée pour les consommateurs et les agents économiques. Ça n'a pas été le cas, comme nous l'avons dit. Au contraire, les marges ont explosé des distributeurs aux grandes dames des consommateurs, des ménages et des entreprises. Mais laissez-moi terminer ma réponse. Donc, ils ont joué le jeu. Le gouvernement a joué le jeu, les distributeurs n'ont pas joué le jeu. Et le Conseil de la concurrence vient de le confirmer. Et le confirmera davantage, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc aujourd'hui, il faut plafonner les marges, et il faut que les marges soient définies par segment, parce que vous savez qu'il y a 2 segments. Le segment des importateurs stockeurs de produits pétroliers raffinés et le segment des distributeurs. Et dans le segment des distributeurs, vous avez les grands opérateurs qui sont en même temps des importateurs stockeurs et vous avez les petits distributeurs. Et donc il faut que le gouvernement, puisque ce marché n'est pas encore arrivé à maturité, manifestement, il faut que le gouvernement plafonne en centimes, en dirhams, les marges des importateurs stockeurs, des distributeurs, et à l'intérieur des distributeurs, des grands groupes et des petits distributeurs. Donc ça veut dire donc c'est un retour en arrière, la libéralisation elle va redevenir partielle. Avec une réintervention de l'État. Oui, parce que le marché n'est pas mature, parce que le secteur n'est pas mature. Et quand le Conseil de la concurrence dit, mais attention, si il y a plafonnement des marges, c'est aussi un mauvais signal qu'on envoie aux investisseurs. C'est pour ça que je dis... Quand le groupement des pétroliers du Maroc dit si effectivement il y a un plafonnement des marges imposé par l'exécutif, c'est un retour programmé de la subvention étatique. Non. Voilà, c'est juste mais c'est pour effrayer, mais personne n'est dupe. Lorsqu'il y a une libéralisation qui est bien comprise, avec une émulation, avec des pratiques de libre concurrence qu'on observe sur le terrain, la libéralisation a du sens et il faut la consolider. Lorsque cette libéralisation a lieu de façon un peu naïve, mal pensée, sans instrument de régulation, et qu'elle débouche sur des situations d'abus de position dominante, sur des situations de suspicion d'entente et d'explosion de marge sans qu'il y ait une variation significative des volumes, la responsabilité d'un gouvernement est d'agir en corrigeant ces dysfonctionnements. Or, ces dysfonctionnements existent, ce ne sont pas des vues de l'esprit. Nous ne rêvons pas, nous les observons. Les Marocains ressentent ces dysfonctionnements au quotidien. Et il est du devoir et de la responsabilité des pouvoirs publics d'agir. Donc il y a des solutions à court terme et à moyen et long terme. Les solutions à moyen et long terme, c'est Rachid, ont été proposées par le Conseil de la concurrence, je les soutiens. En revanche, je suis en désaccord avec le Conseil de la concurrence lorsqu'il dit qu'il ne faut pas plafonner, parce qu'il ne propose aucune solution de court terme, de gestion de crise. Et le gouvernement veut plafonner pour gérer cette situation de crise. Il est vrai que la durée de vie de cette solution, elle est limitée dans le temps, 6 mois renouvelables une fois 12 mois, et je fonde l'espoir que sur cette période de 12 mois, que des hommes et des femmes d'État puissent s'emparer de ce dossier et trouver des solutions par le haut, à la fois dans l'organisation et la restructuration du secteur des hydrocarbures et dans la remise en ordre de marche de l'unique raffinerie de pétrole marocain. Parce qu'au niveau du ministère de l'énergie, au niveau du ministère de l'énergie, il y a un dossier qui est très très avancé. Selon mes informations, c'est la préparation aussi de l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché des hydrocarbures et des carburants. Mais on va juste en parler juste après. Mais simplement, aujourd'hui, on a un baril de Brent de pétrole qui est autour de $66. Tout à fait. Est-ce que la fourchette de plafonnement va être intimement liée, et le corollaire va être le prix du baril de Brent? Écoutez, et que ça, il faut en tenir compte, d'où le fait d'avoir une fourchette relativement large. Alors, le gouvernement doit avoir une double préoccupation. La première préoccupation, c'est de défendre le pouvoir d'achat des citoyens et de défendre la compétitivité de l'économie marocaine. On n'est pas dupe.
qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on paye le même prix à la pompe. Oui. Et on continuera à payer le même prix à la pompe. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Bon, il y a des politiques publiques à développer en termes de transport en commun, en termes de transport public, Donc de en mutualiser. termes de soutien des couches sociales les plus défavorisées, des étudiants, des jeunes. Mais je ne parle pas de ces solutions-là. Moi, je parle des solutions qui concernent le secteur. Donc, défendre le pouvoir d'achat des citoyens, défendre la compétitivité des entreprises, mais en même temps organiser un écosystème viable pour les opérateurs économiques et pour les distributeurs. Mais cet écosystème viable signifie de réaliser des résultats qui sont raisonnables, pas les multiplier par 3 en l'espace de 12 mois. Bien. Donc, le gouvernement doit fixer, me semble-t-il, des marges pour ces catégories ou ces segments du secteur en centimes, en dizaines de centimes par segment. Sur la base des cours internationaux, sur la base de la fiscalité actuelle, on arrivera à un prix à la pompe qui sera plus ou moins comparable à ce qui existait avant la libéralisation. Et vous allez me dire, si demain il y a un choc pétrolier parce et que le dollar très volatile, donc et que le dollar dépasse les 100 le baril dépasse les $100. Bien, que doit faire le gouvernement? J'espère qu'on n'y sera pas. Mais si nous y sommes, eh bien, il faut que le gouvernement intervient dans sa variable d'ajustement, qui est celle de la fiscalité. Et il faut que, comme cela se passe dans d'autres pays, il faut que la fiscalité soit le coussin de sécurité, puisque on aura encadré les marges des distributeurs, des importateurs. On fixe les marges. On fixe les marges. On a un baril à $100. Vous dites en fait l'État doit être là, doit intervenir et baisser la pression fiscale sur le carburant. Les droits d'importation, la TVA à l'importation, les taxes intérieures de consommation, donc, les taxes pétrolières pour les pétrolières. finances publiques. Tout à fait. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais bien sûr. Donc, mais évidemment, c'est Rachid. Mais pourquoi voulez-vous, quand on avait un baril à $100, mais on avait la caisse de compensation que ce soit les citoyens marocains, les entreprises marocaines qui payent les frais et le prix de comment dirais-je, de l'impertinence de la politique publique. Et donc l'État doit remettre en ordre de marche rapidement une raffinerie nationale de pétrole pour que nous soyons protégés de ces fluctuations. C'est pour ça que je dis que le dossier doit être traité dans sa globalité. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on avait un baril à $110, ce qui est en 2009-2010, on avait une caisse de compensation qui accusait un déficit de 50 milliards de dirhams. Vous vous en souvenez? Oui, 56, 57. 56, et la part des carburants, c'était autour de 30. 35. De subventions, Oui. 35. Oui. Donc, est-ce que ce risque-là, ce cauchemar, est-ce qu'il est possible qu'on le revive une fois de plus, ou vous considérez que ça sera plus possible? Mais bien sûr nous sommes exposés à ce risque comme n'importe quel pays. Tous les pays sont exposés à ce risque. Oui. Sauf que les pays s'organisent et mettent en place des dispositifs pour protéger leur économie. Alors, nous avions auparavant la caisse de compensation qui a représenté un gouffre financier considérable, plus de 56 ou 57 milliards de dirhams. Et on a eu raison, le gouvernement Ben Khélan a eu raison de déconstruire le régime de compensation, qui d'ailleurs n'est pas encore achevé, il faut le faire. Mais il aurait fallu, ce qui n'a pas été fait, l'accompagner simultanément de mesures de soutien aux couches sociales les plus défavorisées. Ceci d'une part. D'autre part, il faut protéger notre pays par une industrie de raffinage pétrolier, il ne faut pas se leurrer. Tous les pays émergents ont des industries de raffinage, qu'ils soient producteurs de pétrole brut ou non. Vous avez aussi des pays de l'OCDE qui ne sont pas producteurs de pétrole brut et qui restent producteurs de pétrole raffiné, donc qui sont dans l'industrie du raffinage, en même temps qu'ils développent leurs énergies renouvelables. Donc le Maroc est très engagé dans la politique de développement des énergies renouvelables, mais il faut qu'il marche sur deux pieds, pas sur un seul pied. Il faut qu'il ait également une industrie de raffinage pétrolier. Et une des raisons supplémentaires à cela, c'est que non seulement elle va protéger les citoyens, les entreprises, et sauvegarder notre indépendance énergétique, mais une industrie de raffinage pétrolier va être pour nous une passerelle et un moyen de rayonner davantage au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Et de pouvoir aussi peut-être accompagner notre développement économique et industriel. Tout à fait. Mais simplement, une dernière petite question sur la question de l'investissement, aussi dans le secteur, parce qu'il y a des pratiques non concurrentielles, situation de monopole, oligopole, ce qui ressort aussi, grosso modo, de ce conseil du rapport du Conseil de la concurrence, mais qui avait été également dit précédemment. Mais simplement de se dire aujourd'hui... Notamment par le front. Simplement se dire aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il est nécessaire également d'actionner un autre levier, celui de comment attirer et comment booster l'investissement dans le secteur des hydrocarbures? Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui pourrait permettre d'apporter de la concurrence? Bien sûr. Qui dit la concurrence, d'apporter une
permettre en tout cas aux consommateurs d'avoir le choix et d'avoir des prix aussi qui soient compétitifs. Mais bien sûr, le mot-clé, c'est la concurrence. Le mot-clé, c'est l'émulation. Le mot-clé, c'est la transparence. Des choses qui manquent dans ce dossier de la Samir et des hydrocarbures. Il faut développer évidemment le partenariat public-privé pour apporter plus d'investissements dans le secteur des hydrocarbures. Et le secteur des hydrocarbures commence évidemment par le raffinage, se termine par la distribution en B2C auprès des consommateurs finaux en station-service. Il faut libéraliser, il faut ouvrir, il faut créer plus de concurrents, il faut ouvrir plus d'opérateurs, tout à fait. Mais attention, pour ce qui concerne le raffinage, entendons-nous bien, s'il s'agit d'apporter de la concurrence, il faut aussi qu'il y ait une régulation du secteur. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, avec nos 9 200 000 tonnes de fuel, de gazole, d'essence et de kérosène consommés annuellement au Maroc, on ait la place pour avoir plus d'un seul raffineur. Donc je ne vois pas d'autre solution. Concurrence, je parlais pas au niveau du raffinage, je parlais au niveau de la distribution. Tout à fait d'accord. Des stations-service et des stations-service indépendantes. Vous avez raison, il faut plus de concurrence à ce niveau-là. Mais au niveau du raffinage, nous n'avons pas aujourd'hui, en l'état actuel de notre marché, nous n'avons pas la place pour plus d'un seul raffineur qui ne pourrait être que la Samir. Donc, mais évidemment, demain, si nous commençons à être très performants dans cette industrie et que nous envisageons d'exporter en Afrique subsaharienne, peut-être y aura-t-il la place pour un deuxième raffineur. Deuxième raffineur, et en tout cas, s'il y a concurrence, ça doit être au niveau de la distribution. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Je crois savoir qu'il y a un dossier sur le bureau du ministre de l'Énergie dans ce sens. Et on devrait avoir peut-être des annonces. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait plus de concurrence dans la distribution. Le système des 30 stations minimum pour pouvoir être agréé est une mauvaise chose. Ce qui est l'actualité, c'est le réduire à 10. Vous avez des informations là-dessus? Oui, il semblerait que le gouvernement travaille pour réduire le nombre minimum à 10 au lieu de 30. Pour assouplir les règles de chaînage, etc., etc. Tout ça va dans le bon sens, mais ça sera très insuffisant par rapport à l'enjeu et par rapport à l'énormité des enjeux. En tout cas, on a bien compris qu'il faut que pour relancer, ou en tout cas pour une refonte du secteur, ça passe nécessairement par la réactivation, j'ai envie de dire industrielle, de la Samir, ou en tout cas d'un raffineur. C'est incontournable. C'est incontournable. C'est incontournable. C'est central. C'est incontournable parce que si nous le faisons pas, nous subirons toujours de plein fouet les soubresauts du marché international des hydrocarbures et des produits raffinés. Et Dieu sait que c'est un secteur, je crois que c'est le secteur le plus volatile d'ailleurs. C'est très volatile parce qu'il dépend à la fois de facteurs et de variables économiques, de conjoncture, de concurrence, mais aussi de facteurs moins maîtrisés de nature politique et géostratégique. Merci à vous, Mohamed Ben Moussa, pour tous ces éclairages sur l'univers pitoyable ou impitoyable en tout cas des hydrocarbures. Il est impitoyable, malheureusement. Impitoyable comme d'autres univers certainement aussi. Et le rôle de l'État et le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il soit moins agressif pour les citoyens et les entreprises. Et le rôle de l'État, c'est de l'adoucir. Et le rôle d'organisation, d'association pour nous, c'est justement d'alerter le gouvernement, l'État, et de les inciter à jouer leur rôle en la matière. Et nous, notre rôle en tant que médias, c'est de pouvoir éclairer sur les véritables enjeux qui sont d'actualité, à la fois aujourd'hui, en tout cas pour le secteur des hydrocarbures. Absolument. Voilà, essayer de bien comprendre les enjeux, donc je vous remercie une fois de plus pour ça. Merci de votre invitation. Membre du secrétariat national du Front pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine et vice-président du mouvement d'Amir. Merci. Je plaide toujours coupable. Merci bien à vous et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi.